La superstition. Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique, irraisonnée et contraire à la foi religieuse. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux qui visitent des voyantes et des sanctuaires pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes. Elle est une attitude irrationnelle qui consiste à croire qu'un événement aléatoire ou un objet quelconque d'origine naturelle ou artificielle est capable d'influencer l'avenir et augurer le bonheur ou le malheur. La superstition reste un phénomène de société par excellence. Et en tant que citoyens, nous devons lutter contre ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de gagner du terrain. Il est temps de changer ces mentalités superstitieuses et se fier aux remèdes rationnels fondés sur le savoir et la science. On passe maintenant à la traduction en arabe. La superstition. La superstition. La superstition. Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique. Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique. Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique. Irraisonnée et contraire à la foi religieuse. Irraisonnée et contraire à la foi religieuse. Irraisonnée et contraire à la foi religieuse. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux qui visitent des voyantes et des sanctuaires pour se soigner. Qui visitent des voyantes et des sanctuaires pour se soigner. Qui visitent des voyantes et des sanctuaires pour se soigner. Ou pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ou pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ou pour trouver des solutions à leurs problèmes. Elle est une attitude irrationnelle qui consiste à croire. Elle est une attitude irrationnelle qui consiste à croire. Elle est une attitude irrationnelle qui consiste à croire qu'un événement aléatoire ou un objet quelconque d'origine
naturelle. Qu'un événement aléatoire ou un objet quelconque d'origine naturelle. Qu'un événement aléatoire ou un objet quelconque d'origine naturelle ou artificielle est capable d'influencer l'avenir et augurer le bonheur ou le malheur. Ou artificielle est capable d'influencer l'avenir et augurer le bonheur ou le malheur. Ou artificielle est capable d'influencer l'avenir et augurer le bonheur ou le malheur. La superstition reste un phénomène de société par excellence. La superstition reste un phénomène de société par excellence. La superstition reste un phénomène de société par excellence. Et en tant que citoyens, nous devons lutter contre ce fléau. Et en tant que citoyens, nous devons lutter contre ce fléau. Et en tant que citoyens, nous devons lutter contre ce fléau. Qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de gagner du terrain. Qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de gagner du terrain. Qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de gagner du terrain. Il est temps de changer ces mentalités superstitieuses. Il est temps de changer ces mentalités superstitieuses. Il est temps de changer ces mentalités superstitieuses. Et se fier aux remèdes rationnels fondés sur le savoir et la science. Et se fier aux remèdes rationnels fondés sur le savoir et la science. Et se fier aux remèdes rationnels fondés sur le savoir et la science. Maintenant, je vais relire le texte. La superstition. Sans aucun doute, la superstition est une croyance illogique, irraisonnée et contraire à la foi religieuse. Cependant, il y a beaucoup de citoyens de différentes catégories sociaux qui visitent des voyantes et des sanctuaires pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes. Elle est une attitude irrationnelle qui consiste à croire qu'un événement aléatoire ou un objet quelconque d'origine naturelle ou artificielle est capable d'influencer l'avenir et augurer le bonheur ou le malheur. La superstition reste un phénomène de société par excellence. Et en tant que citoyens, nous devons lutter contre ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de gagner du terrain.
Il est temps de changer ces mentalités superstitieuses et se fier aux remèdes rationnels fondés sur le savoir et la science. La violence verbale. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir, à prouver soi et à s'imposer. Mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs, ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes, il recourt à la violence verbale. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, on aura une société sans mœurs, ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur et non pas de courage, et au lieu de recourir à cette pratique, pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main afin de lutter contre ce fléau en encourageant les formes de communication respectueuses. On passe maintenant à la traduction en arabe. La violence verbale. La violence verbale. La violence verbale. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir. À prouver soi et à s'imposer, mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. À prouver soi et à s'imposer, mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. À prouver soi et à s'imposer, mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. Ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Il recourt à la violence verbale. Il recourt à la violence verbale. Il recourt à la violence verbale. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation.
Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, on aura une société sans mœurs. On aura une société sans mœurs. On aura une société sans mœurs. Ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. Ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. Ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur. Et non pas de courage, et au lieu de recourir à cette pratique. Et non pas de courage, et au lieu de recourir à cette pratique. Et non pas de courage, et au lieu de recourir à cette pratique. Pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? Pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? Pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence. De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence. De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence. Et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. Et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. Et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main.
de lutter contre ce fléau. Afin de lutter contre ce fléau. Afin de lutter contre ce fléau. En encourageant les formes de communication respectueuses. En encourageant les formes de communication respectueuses. En encourageant les formes de communication respectueuses. Maintenant, je vais relire le texte. La violence verbale. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir, à prouver soi et à s'imposer. Mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs, ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes, il recourt à la violence verbale. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, on aura une société sans mœurs, ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur et non pas de courage, et au lieu de recourir à cette pratique, pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main afin de lutter contre ce fléau en encourageant les formes de communication respectueuses. L'oubli. L'oubli est un phénomène biologique, naturel et incessant, destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes qui nous parviennent en continu. Au sens large, l'oubli concerne l'estompage des informations perçues ou apprises. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui quelque part dans les mémoires. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul, d'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler, d'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'oubli. 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 L'oubli est un phénomène biologique, naturel et incessant. L'oubli est un phénomène biologique, naturel et
incessant. L'oubli est un phénomène biologique naturel et incessant. Destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes. Destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes. Destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes qui nous parviennent en continu. Qui nous parviennent en continu. Qui nous parviennent en continu. Au sens large, l'oubli concerne l'estampage des informations perçues ou apprises. Au sens large, l'oubli concerne l'estampage des informations perçues ou apprises. Au sens large, l'oubli concerne l'estampage des informations perçues ou apprises. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui quelque part dans les mémoires. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui quelque part dans les mémoires. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui quelque part dans les mémoires. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul. D'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. D'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. D'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler. On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler.
On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler. D'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire. D'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire. D'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire. Et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées. Maintenant, je vais relire le texte. L'oubli. L'oubli est un phénomène biologique, naturel et incessant, destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes qui nous parviennent en continu. Au sens large, l'oubli concerne l'estompage des informations perçues ou apprises. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui quelque part dans les mémoires. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul, d'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler, d'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées. La dépendance à la nicotine. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques. C'est la nicotine qui est à l'origine de l'accoutumance et de la dépendance physique aux produits du tabac. Une personne peut devenir dépendante rapidement, parfois même avant de commencer à fumer chaque jour. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par la consommation d'héroïne ou de cocaïne.
La grossesse et l'adolescence sont des périodes durant lesquelles le cerveau se développe activement. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit au développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté si celui-ci est exposé à la nicotine. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement à la naissance ou à l'adolescence, mais à plus long terme. On passe maintenant à la traduction en arabe. La dépendance à la nicotine. La dépendance à la nicotine. La dépendance à la nicotine. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques. Et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques. Et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques. C'est la nicotine qui est à l'origine de l'accoutumance. C'est la nicotine qui est à l'origine de l'accoutumance. C'est la nicotine qui est à l'origine de l'accoutumance et de la dépendance physique aux produits du tabac. Et de la dépendance physique aux produits du tabac. Et de la dépendance physique aux produits du tabac. Une personne peut devenir dépendante rapidement. Une personne peut devenir dépendante rapidement. Une personne peut devenir dépendante rapidement. Parfois, même avant de commencer à fumer chaque jour. Parfois, même avant de commencer à fumer chaque jour. Parfois, même avant de commencer à fumer chaque jour. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par la dépendance à la nicotine est comparable
à celle causée par. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par la consommation d'héroïne ou de cocaïne. La consommation d'héroïne ou de cocaïne. La consommation d'héroïne ou de cocaïne. La grossesse et l'adolescence sont des périodes. La grossesse et l'adolescence sont des périodes. La grossesse et l'adolescence sont des périodes durant lesquelles le cerveau se développe activement. Durant lesquelles le cerveau se développe activement. Durant lesquelles le cerveau se développe activement. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit au développement optimal du cerveau du fœtus. Au développement optimal du cerveau du fœtus. Au développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté. Si celui-ci est exposé à la nicotine. Si celui-ci est exposé à la nicotine. Si celui-ci est exposé à la nicotine. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement. À la naissance ou à l'adolescence, mais à plus long terme. À la naissance ou à l'adolescence, mais à plus long terme. À la naissance ou à l'adolescence, mais à plus long terme. Maintenant, je vais relire le texte. La dépendance à la nicotine. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac
et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques. C'est la nicotine qui est à l'origine de l'accoutumance et de la dépendance physique aux produits du tabac. Une personne peut devenir dépendante rapidement, parfois même avant de commencer à fumer chaque jour. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par la consommation d'héroïne ou de cocaïne. La grossesse et l'adolescence sont des périodes durant lesquelles le cerveau se développe activement. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit au développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté si celui-ci est exposé à la nicotine. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement à la naissance ou à l'adolescence, mais à plus long terme. L'accouchement par césarienne. La césarienne est une intervention chirurgicale consistant à extraire le nouveau-né par voie abdominale après incision de la paroi abdominale et de l'utérus. La césarienne est réalisée par un obstétricien dans un bloc opératoire sous anesthésie. La césarienne est une intervention chirurgicale très fréquente, mais elle comporte quand même des risques. Les bébés nés par césarienne peuvent avoir des troubles respiratoires, mais en général, ceux-ci se résorbent rapidement. La période de récupération pour la mère est plus longue et le risque d'infection est plus grand qu'avec l'accouchement normal. De plus, il faudra porter une attention particulière à la cicatrice dans l'utérus en ce qui concerne le prochain accouchement. Comme pour toute intervention chirurgicale, des complications peuvent survenir. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'accouchement par césarienne. L'accouchement par césarienne. L'accouchement par césarienne. La césarienne est une intervention chirurgicale consistant à extraire le nouveau-né. La césarienne est une intervention chirurgicale consistant à extraire le nouveau-né. La césarienne est une intervention chirurgicale consistant à extraire le nouveau-né. Par voie abdominale après incision de la paroi abdominale et de l'utérus. Par voie abdominale après incision de la paroi abdominale et de l'utérus. Par voie abdominale après incision de la paroi abdominale et de l'utérus. La césarienne est réalisée par un obstétricien dans un bloc opératoire sous anesthésie. La césarienne est réalisée par un obstétricien dans un bloc
opératoire sous anesthésie. La césarienne est réalisée par un obstétricien dans un bloc opératoire sous anesthésie. La césarienne est une intervention chirurgicale très fréquente. La césarienne est une intervention chirurgicale très fréquente. La césarienne est une intervention chirurgicale très fréquente. Mais elle comporte quand même des risques. Mais elle comporte quand même des risques. Mais elle comporte quand même des risques. Les bébés nés par césarienne peuvent avoir des troubles respiratoires. Les bébés nés par césarienne peuvent avoir des troubles respiratoires. Les bébés nés par césarienne peuvent avoir des troubles respiratoires. Mais en général, ceux-ci se résorbent rapidement. Mais en général, ceux-ci se résorbent rapidement. Mais en général, ceux-ci se résorbent rapidement. La période de récupération pour la mère est plus longue. La période de récupération pour la mère est plus longue. La période de récupération pour la mère est plus longue. Et le risque d'infection plus grand qu'avec l'accouchement normal. Et le risque d'infection plus grand qu'avec l'accouchement normal. Et le risque d'infection plus grand qu'avec l'accouchement normal. De plus, il faudra porter une attention particulière à la cicatrice dans l'utérus. De plus, il faudra porter une attention particulière à la cicatrice dans l'utérus. De plus, il faudra porter une attention particulière à la cicatrice dans l'utérus. En ce qui concerne le prochain accouchement. En ce qui concerne le prochain accouchement. En ce qui concerne le prochain accouchement. Comme pour toute intervention chirurgicale, des complications peuvent survenir. Comme pour toute intervention chirurgicale, des complications peuvent survenir. Comme pour toute intervention chirurgicale, des complications peuvent survenir. Maintenant, je vais relire le texte. L'accouchement par césarienne. La césarienne est une intervention chirurgicale consistant à extraire le nouveau-né
par voie abdominale après incision de la paroi abdominale et de l'utérus. La césarienne est réalisée par un obstétricien dans un bloc opératoire sous anesthésie. La césarienne est une intervention chirurgicale très fréquente, mais elle comporte quand même des risques. Les bébés nés par césarienne peuvent avoir des troubles respiratoires, mais en général, ceux-ci se résorbent rapidement. La période de récupération pour la mère est plus longue et le risque d'infection est plus grand qu'avec l'accouchement normal. De plus, il faudra porter une attention particulière à la cicatrice dans l'utérus en ce qui concerne le prochain accouchement. Comme pour toute intervention chirurgicale, des complications peuvent survenir. La discrimination ethnique. La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. En dépit de son caractère inadmissible, les personnes d'origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires en raison de leur nationalité, prétendue race, couleur de la peau, ascendance, origine ethnique. Autrement dit, dans le monde du travail, la discrimination raciale est avérée. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Elle affecte durement les victimes, les entreprises et la société dans son ensemble. Le phénomène reste pourtant mal connu et difficile, malgré la volonté affichée par les pouvoirs publics et les différents acteurs du monde du travail, entreprises, syndicats et intermédiaires de l'emploi. La voie de la lutte contre les discriminations raciales est semée d'embûches et les évolutions sont lentes. On passe maintenant à la traduction en arabe. La discrimination ethnique. La discrimination ethnique. La discrimination ethnique. La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. En dépit de son caractère inadmissible. En dépit de son caractère inadmissible. En dépit de son caractère inadmissible. Les personnes d'origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires. Les personnes d'origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires. Les personnes d'origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires. En raison de leur nationalité, prétendue race, couleur de la peau,
en raison de leur nationalité, prétendue race, couleur de la peau. En raison de leur nationalité, prétendue race, couleur de la peau. Ascendance, origine ethnique. Ascendance, origine ethnique. Ascendance, origine ethnique. Autrement dit, dans le monde du travail, la discrimination raciale est avérée. Autrement dit, dans le monde du travail, la discrimination raciale est avérée. Autrement dit, dans le monde du travail, la discrimination raciale est avérée. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Elle affecte durement les victimes, les entreprises et la société dans son ensemble. Elle affecte durement les victimes, les entreprises et la société dans son ensemble. Elle affecte durement les victimes, les entreprises et la société dans son ensemble. Le phénomène reste pourtant mal connu et difficile. Le phénomène reste pourtant mal connu et difficile. Le phénomène reste pourtant mal connu et difficile. Malgré la volonté affichée par les pouvoirs publics. Malgré la volonté affichée par les pouvoirs publics. Malgré la volonté affichée par les pouvoirs publics. Et les différents acteurs du monde du travail. Et les différents acteurs du monde du travail. Et les différents acteurs du monde du travail. Entreprises, syndicats et intermédiaires de l'emploi. Entreprises, syndicats et intermédiaires de l'emploi. Entreprises, syndicats et intermédiaires de l'emploi. La voie de la lutte contre les discriminations raciales est semée d'embûches. La voie de la lutte contre les discriminations raciales est semée d'embûches. La voie de la lutte contre les discriminations raciales
est semé d'embûches. Et les évolutions sont lentes. Et les évolutions sont lentes. Et les évolutions sont lentes. Maintenant, je vais relire le texte. La discrimination ethnique. La discrimination ethnique sur le marché du travail est une réalité. En dépit de son caractère inadmissible, les personnes d'origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires en raison de leur nationalité, prétendue race, couleur de la peau, ascendance, origine ethnique. Autrement dit, dans le monde du travail, la discrimination raciale est avérée. Elle est un obstacle inacceptable dans l'accès à l'emploi pour les minorités visibles. Elle affecte durement les victimes, les entreprises et la société dans son ensemble. Le phénomène reste pourtant mal connu et difficile, malgré la volonté affichée par les pouvoirs publics et les différents acteurs du monde du travail, entreprises, syndicats et intermédiaires de l'emploi. La voie de la lutte contre les discriminations raciales est semée d'embûches et les évolutions sont lentes. Les bidonvilles. Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres. Il se crée spontanément sans autorisation. Ces maisons, bâties pour les habitants eux-mêmes, sont construites avec des matériaux de récupération, plastique, tôle métallique, carton, bâche textile, planches de bois. Dans les pays en développement, un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2012. Selon le rapport 2012-2013 du Programme des Nations Unies pour l'habitat, le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. En Asie du Sud, l'Inde pour l'essentiel, c'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable. Les phénomènes de pression démographique et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes posent des défis considérables pour les pays en développement. Les besoins en logement et en infrastructures qui y sont liés, traitement des déchets, alimentation en eau, etc., sont énormes. On passe maintenant à la traduction en arabe. Les bidonvilles. Les bidonvilles. Les bidonvilles. Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres. Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres.
Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres. Il se crée spontanément sans autorisation. Il se crée spontanément sans autorisation. Il se crée spontanément sans autorisation. Ces maisons, bâties par les habitants eux-mêmes, sont construites avec des matériaux de récupération. Ces maisons, bâties par les habitants eux-mêmes, sont construites avec des matériaux de récupération. Ces maisons, bâties par les habitants eux-mêmes, sont construites avec des matériaux de récupération. Plastique, tôle métallique, carton, bâche textile, planche de bois. Plastique, tôle métallique, carton, bâche textile, planche de bois. Plastique, tôle métallique, carton, bâche textile, planche de bois. Dans les pays en développement. Dans les pays en développement. Dans les pays en développement. Un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2012. Un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2002. Un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2012. Selon le rapport 2012-2013 du Programme des Nations Unies pour l'habitat. Selon le rapport 2012-2013 du Programme des Nations Unies pour l'habitat. Selon le rapport 2012-2013 du Programme des Nations Unies pour l'habitat. Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. En Asie du Sud, l'Inde pour l'essentiel, c'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable.
En Asie du Sud, l'Inde pour l'essentiel, c'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable. En Asie du Sud, l'Inde pour l'essentiel, c'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable. Les phénomènes de pression démographique. Les phénomènes de pression démographique. Les phénomènes de pression démographique et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes posent des défis considérables. Et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes pose des défis considérables. Et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes pose des défis considérables. Pour les pays en développement. Pour les pays en développement. Pour les pays en développement. Les besoins en logement et en infrastructures qui y sont liés. Les besoins en logement et en infrastructures qui y sont liés. Les besoins en logement et en infrastructures qui y sont liés. Traitement des déchets, alimentation en eau, etc. sont énormes. Traitement des déchets, alimentation en eau, etc. sont énormes. Traitement des déchets, alimentation en eau, etc. sont énormes. Maintenant, je vais relire le texte. Les bidonvilles. Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres. Il se crée spontanément sans autorisation. Ces maisons, bâties pour les habitants eux-mêmes, sont construites avec des matériaux de récupération, plastique, tôle métallique, carton, bâche textile, planches de bois. Dans les pays en développement, un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2012. Selon le rapport 2012-2013 du Programme des Nations Unies pour l'habitat, le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. En Asie du Sud, l'Inde pour l'essentiel, c'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable. Les phénomènes de pression démographique et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes posent des défis considérables pour les pays en développement. Les besoins en logement et en infrastructures qui y sont liés, traitement des déchets, alimentation en eau,
etc. sont énormes. L'obésité. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité se définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. La masse grasse normale est habituellement plus faible chez l'homme, 10 à 15% du poids du corps, que chez la femme, 20 à 25% du poids. Pour caractériser l'obésité chez un adulte, on utilise l'indice de masse corporelle, qui se calcule en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres. La valeur normale est de 20 à 25 chez l'homme et de 19 à 24 chez la femme. On parle de surpoids pour un IMC entre 25 et 29,9, d'obésité pour un IMC entre 30 et 39,9 et d'obésité morbide pour un IMC à partir de 40. Cet indice est plus performant dans l'appréciation de l'obésité que la simple mesure du poids. Les causes de l'obésité varient d'un individu à l'autre. Généralement, l'obésité fait suite à la combinaison de plusieurs facteurs. La consommation excessive d'aliments caloriques, la prédisposition génétique, une pratique sportive insuffisante ou inexistante, le marketing alimentaire, les publicités. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'obésité. 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 D'après l'Organisation mondiale de la santé. D'après l'Organisation mondiale de la santé. D'après l'Organisation mondiale de la santé. L'obésité se définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle. L'obésité se définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle. L'obésité se définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Qui peut nuire à la santé. Qui peut nuire à la santé. La masse grasse normale est habituellement plus faible chez l'homme. La masse grasse normale est habituellement plus faible chez l'homme. La masse grasse normale est habituellement plus faible chez l'homme. 10 à 15% du poids du corps, que chez la femme, 20 à 25% du poids. 10 à 15% du poids du corps, que chez la femme, 20 à 25% du poids. 10 à 15% du poids du corps, que chez la femme, 20 à 25% du poids. Pour caractériser
l'obésité chez un adulte. On utilise l'indice de masse corporelle, IMC. Pour caractériser l'obésité chez un adulte, on utilise l'indice de masse corporelle, IMC. Pour caractériser l'obésité chez un adulte, on utilise l'indice de masse corporelle, IMC, qui se calcule en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres. Qui se calcule en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres. Qui se calcule en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres. La valeur normale est de 20 à 25 chez l'homme et de 19 à 24 chez la femme. La valeur normale est de 20 à 25 chez l'homme et de 19 à 24 chez la femme. La valeur normale est de 20 à 25 chez l'homme et de 19 à 24 chez la femme. On parle de surpoids pour un IMC entre 25 et 29,9. On parle de surpoids pour un IMC entre 25 et 29,9. On parle de surpoids pour un IMC entre 25 et 29,9. D'obésité pour un IMC entre 30 et 39,9. D'obésité pour un IMC entre 30 et 39,9. D'obésité pour un IMC entre 30 et 39,9. D'obésité morbide pour un IMC à partir de 40. D'obésité morbide pour un IMC à partir de 40. D'obésité morbide pour un IMC à partir de 40. Cet indice est plus performant dans l'appréciation de l'obésité que la simple mesure du poids. Cet indice est plus performant dans l'appréciation de l'obésité que la simple mesure du poids. Cet indice est plus performant dans l'appréciation de l'obésité que la simple mesure du poids. Les causes de l'obésité varient d'un individu à l'autre. Les causes de l'obésité varient d'un individu à l'autre. Les causes de l'obésité varient d'un individu à l'autre. Généralement, l'obésité fait suite à la combinaison de plusieurs facteurs. Généralement, l'obésité fait suite à la combinaison de plusieurs facteurs. Généralement, l'obésité fait suite à la combinaison de plusieurs facteurs.
La consommation excessive d'aliments caloriques. La consommation excessive d'aliments caloriques. La consommation excessive d'aliments caloriques. La prédisposition génétique, une pratique sportive insuffisante ou inexistante. La prédisposition génétique, une pratique sportive insuffisante ou inexistante. La prédisposition génétique, une pratique sportive insuffisante ou inexistante. Le marketing alimentaire. Les publicités. Le marketing alimentaire. Les publicités. Le marketing alimentaire. Les publicités. Maintenant, je vais relire le texte. L'obésité. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité se définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. La masse grasse normale est habituellement plus faible chez l'homme, 10 à 15% du poids du corps, que chez la femme, 20 à 25% du poids. Pour caractériser l'obésité chez un adulte, on utilise l'indice de masse corporelle, qui se calcule en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres. La valeur normale est de 20 à 25 chez l'homme et de 19 à 24 chez la femme. On parle de surpoids pour un IMC entre 25 et 29,9. D'obésité pour un IMC entre 30 et 39,9. Et d'obésité morbide pour un IMC à partir de 40. Cet indice est plus performant dans l'appréciation de l'obésité que la simple mesure du poids. Les causes de l'obésité varient d'un individu à l'autre. Généralement, l'obésité fait suite à la combinaison de plusieurs facteurs. La consommation excessive d'aliments caloriques, la prédisposition génétique, une pratique sportive insuffisante ou inexistante, le marketing alimentaire, les publicités. Les énergies propres. Une énergie propre ou énergie verte est une source d'énergie dont l'exploitation ne produit que des quantités négligeables de polluants par rapport à d'autres sources plus répandues et considérées comme plus polluantes. Il existe différentes sources d'énergie verte. Les principales sont l'énergie géothermique, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Les termes énergie verte, énergie propre et énergie renouvelable sont souvent assimilés. Toutefois, si la plupart des énergies renouvelables sont propres, toutes les énergies propres ne sont pas renouvelables. Les énergies renouvelables se distinguent par leur caractère inépuisable, comme l'énergie solaire. Une énergie propre produira peu ou pas de polluants, mais ne sera pas nécessairement renouvelable. Le gaz naturel est un excellent exemple pour comprendre la différence entre énergie renouvelable et énergie propre.
Parce qu'il est issu de ressources fossiles, le gaz naturel n'est pas une énergie renouvelable. Toutefois, on peut dire qu'il est une alternative énergétique relativement propre, car sa combustion produit moins d'émissions de polluants atmosphériques, de CO2 ou de cendres, que la combustion de charbon ou de produits pétroliers, et ce, pour une quantité d'énergie équivalente. On passe maintenant à la traduction en arabe. Les énergies propres. Les énergies propres. Les énergies propres. Une énergie propre ou énergie verte est une source d'énergie. Une énergie propre ou énergie verte est une source d'énergie. Une énergie propre ou énergie verte est une source d'énergie. Dans l'exploitation, ne produit que des quantités négligeables de polluants. Dans l'exploitation, ne produit que des quantités négligeables de polluants. Dans l'exploitation, ne produit que des quantités négligeables de polluants. Par rapport à d'autres sources plus répandues et considérées comme plus polluantes. Par rapport à d'autres sources plus répandues et considérées comme plus polluantes. Par rapport à d'autres sources plus répandues et considérées comme plus polluantes. Il existe différentes sources d'énergie verte. Les principales sont: il existe différentes sources d'énergie verte. Les principales sont: il existe différentes sources d'énergie verte. Les principales sont: l'énergie géothermique, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. L'énergie géothermique, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. L'énergie géothermique, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Les termes énergie verte, énergie propre et énergie renouvelable sont souvent assimilés. Les termes énergie verte, énergie propre et énergie renouvelable sont souvent assimilés. Les termes énergie verte, énergie propre et énergie renouvelable sont souvent assimilés. Toutefois, si la plupart des énergies renouvelables sont propres. Toutefois, si la plupart des énergies renouvelables sont propres. Toutefois, si la plupart des énergies renouvelables sont propres. Toutes les énergies propres ne sont pas renouvelables. Toutes les énergies propres
ne sont pas renouvelables. Toutes les énergies propres ne sont pas renouvelables. Les énergies renouvelables se distinguent par leur caractère inépuisable. Les énergies renouvelables se distinguent par leur caractère inépuisable. Les énergies renouvelables se distinguent par leur caractère inépuisable. Comme l'énergie solaire. Comme l'énergie solaire. Comme l'énergie solaire. Une énergie propre produira peu ou pas de polluants. Une énergie propre produira peu ou pas de polluants. Une énergie propre produira peu ou pas de polluants. Mais ne sera pas nécessairement renouvelable. Mais ne sera pas nécessairement renouvelable. Mais ne sera pas nécessairement renouvelable. Le gaz naturel est un excellent exemple. Le gaz naturel est un excellent exemple. Le gaz naturel est un excellent exemple. Pour comprendre la différence entre énergie renouvelable et énergie propre. Pour comprendre la différence entre énergie renouvelable et énergie propre. Pour comprendre la différence entre énergie renouvelable et énergie propre. Parce qu'il est issu de ressources fossiles. Parce qu'il est issu de ressources fossiles. Parce qu'il est issu de ressources fossiles. Le gaz naturel n'est pas une énergie renouvelable. Le gaz naturel n'est pas une énergie renouvelable. Le gaz naturel n'est pas une énergie renouvelable. Toutefois, on peut dire qu'il est une alternative énergétique relativement propre. Toutefois, on peut dire qu'il est une alternative énergétique relativement propre. Toutefois, on peut dire qu'il est une alternative énergétique relativement propre. Car sa combustion produit moins d'émissions de polluants atmosphériques, de CO2 ou de cendres que. Car sa combustion produit moins d'émissions de polluants atmosphériques, de CO2 ou de cendres que. Car sa combustion produit moins d'émissions de polluants atmosphériques, de CO2 ou de cendres que.
La combustion de charbon ou de produits pétroliers. La combustion de charbon ou de produits pétroliers. La combustion de charbon ou de produits pétroliers. Et ce, pour une quantité d'énergie équivalente. Et ce, pour une quantité d'énergie équivalente. Et ce, pour une quantité d'énergie équivalente. Maintenant, je vais relire le texte. Les énergies propres. Une énergie propre ou énergie verte est une source d'énergie dont l'exploitation ne produit que des quantités négligeables de polluants par rapport à d'autres sources plus répandues et considérées comme plus polluantes. Il existe différentes sources d'énergie verte. Les principales sont l'énergie géothermique, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Les termes énergie verte, énergie propre et énergie renouvelable sont souvent assimilés. Toutefois, si la plupart des énergies renouvelables sont propres, toutes les énergies propres ne sont pas renouvelables. Les énergies renouvelables se distinguent par leur caractère inépuisable, comme l'énergie solaire. Une énergie propre produira peu ou pas de polluants, mais ne sera pas nécessairement renouvelable. Le gaz naturel est un excellent exemple pour comprendre la différence entre énergie renouvelable et énergie propre. Parce qu'il est issu de ressources fossiles, le gaz naturel n'est pas une énergie renouvelable. Toutefois, on peut dire qu'il est une alternative énergétique relativement propre, car sa combustion produit moins d'émissions de polluants atmosphériques, de CO2 ou de cendres, que la combustion de charbon ou de produits pétroliers, et ce, pour une quantité d'énergie équivalente. L'importance du travail. De nos jours, le travail permet à chacun de se placer dans notre société. Il contribue à évoluer et il est un moyen de gagner sa vie. Il crée des liens sociaux et prend une place non négligeable dans notre quotidien. Le travail est un moyen de satisfaire et de subvenir à nos besoins, de pouvoir se loger, se nourrir, se soigner et de se faire plaisir de temps à autre. C'est aussi un moyen de ne pas se sentir exclu dans notre société active. Une discussion commence souvent par « Que faites-vous dans la vie ?» Le travail favorise l'intégration dans notre société et il nous apporte une rente d'argent régulière, ce qui nous permet de pouvoir construire et faire évoluer notre vie. Ainsi, le travail prend une place importante dans notre quotidien. C'est un lieu de rencontre et d'échange. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'importance du travail. L'importance du travail. L'importance du travail. De nos jours, le travail permet à chacun de se placer dans notre société.
De nos jours, le travail permet de se placer dans notre société. De nos jours, le travail permet à chacun de se placer dans notre société. Il contribue à évoluer et il est un moyen de gagner sa vie. Il contribue à évoluer et il est un moyen de gagner sa vie. Il contribue à évoluer et il est un moyen de gagner sa vie. Il crée des liens sociaux et prend une place non négligeable dans notre quotidien. Il crée des liens sociaux et prend une place non négligeable dans notre quotidien. Il crée des liens sociaux et prend une place non négligeable dans notre quotidien. Le travail est un moyen de satisfaire et de subvenir à nos besoins. Le travail est un moyen de satisfaire et de subvenir à nos besoins. Le travail est un moyen de satisfaire et de subvenir à nos besoins. De pouvoir se loger, se nourrir, se soigner et de se faire plaisir de temps à autre. De pouvoir se loger, se nourrir, se soigner et de se faire plaisir de temps à autre. De pouvoir se loger, se nourrir, se soigner et de se faire plaisir de temps à autre. C'est aussi un moyen de ne pas se sentir exclu dans notre société active. C'est aussi un moyen de ne pas se sentir exclu dans notre société active. C'est aussi un moyen de ne pas se sentir exclu dans notre société active. Une discussion commence souvent par « Que faites-vous dans la vie ?» Une discussion commence souvent par « Que faites-vous dans la vie ?» Une discussion commence souvent par « Que faites-vous dans la vie ?» Le travail favorise l'intégration dans notre société. Le travail favorise l'intégration dans notre société. Le travail favorise l'intégration dans notre société. Et il nous apporte une rente d'argent régulière. Et il nous apporte une rente d'argent régulière. Et il nous apporte une rente d'argent régulière. Ce qui nous permet de pouvoir construire et faire évoluer notre vie. Ce qui nous permet de pouvoir construire et faire évoluer notre vie. Ce qui nous permet de pouvoir construire et faire évoluer notre vie.
Ainsi, le travail prend une place importante dans notre quotidien. Ainsi, le travail prend une place importante dans notre quotidien. Ainsi, le travail prend une place importante dans notre quotidien. C'est un lieu de rencontre et d'échange. C'est un lieu de rencontre et d'échange. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Maintenant, je vais relire le texte. L'importance du travail. De nos jours, le travail permet à chacun de se placer dans notre société. Il contribue à évoluer et il est un moyen de gagner sa vie. Il crée des liens sociaux et prend une place non négligeable dans notre quotidien. Le travail est un moyen de satisfaire et de subvenir à nos besoins, de pouvoir se loger, se nourrir, se soigner et de se faire plaisir de temps à autre. C'est aussi un moyen de ne pas se sentir exclu dans notre société active. Une discussion commence souvent par « Que faites-vous dans la vie ?» Le travail favorise l'intégration dans notre société et il nous apporte une rente d'argent régulière, ce qui nous permet de pouvoir construire et faire évoluer notre vie. Ainsi, le travail prend une place importante dans notre quotidien. C'est un lieu de rencontre et d'échange.